Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs du jury, chères consoeurs, chers confrères, chers participants et distingués invités, bienvenue à la grande finale de la 31e édition du concours des débats oratoires du Barreau de Montréal. Welcome to the final of the 31st edition of the Bar of Montreal Debating Competition. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je suis Peter Moraitis, avocat et membre du comité organisateur qui m'a confié le mandat d'agir comme maître de cérémonie de cette soirée. Cette année, nous fêtons le 31e anniversaire du concours des débats oratoires. Depuis sa création, le concours a toujours connu un franc succès auprès de cégepiens qui, année après année, nous impressionnent par leur vivacité et leur éloquence. On remercie chaleureusement les cégeps qui encouragent leurs étudiants à participer assidûment. Merci à tous pour votre précieuse collaboration et aux enseignants et entraîneurs pour votre dévouement. Je vous rappelle que le thème retenu pour cette 31e édition est don d'organes obligatoire pour ou contre, mandatory organ donation for or against. Tout comme pour les demi-finales, la position à défendre par chaque équipe sera déterminée au hasard dans quelques minutes. C'est donc avec plaisir que je vous présente maintenant les membres du jury de la finale. Tout d'abord, Isabelle Maréchal, productrice, animatrice à la radio et à la télévision, journaliste. Isabelle Maréchal est aussi une femme d'affaires accomplie. Depuis 14 ans, elle anime une émission de radio quotidienne sur les ondes de Cogeco au Québec et du 98.5 FM à Montréal. Elle a fondé les productions Isabelle Maréchal et iProd Média, spécialisées en contenu télé et web. Avec iProd, elle a produit plus d'une douzaine de séries documentaires, notamment sur les enjeux de santé, ainsi que des séries magazines et des séries jeunesse. À la télévision, elle a animé entre autres les émissions Zone franche, Isabelle autour du monde, Les copines d'abord, et a été de la folle équipe de La fin du monde est à 7 heures. Au cours de sa carrière de reporter, elle a couvert plusieurs conflits internationaux. Isabelle Maréchal a été récipiendaire du prix Mireille Lanto en journalisme social pour la série Ou mourir sur les soins palliatifs au Québec. Depuis 15 ans, elle est marraine du regroupement Partage de Montréal, porte-parole de l'opération Sac à dos pour une rentrée scolaire digne, marraine du Chaînon, ainsi que marraine de l'organisme Notre-Dame de la Rue qui vient en aide aux itinérants. En 2013, une greffe de foie sauve la vie de son conjoint, Thierry Houillon, et depuis, ils parrainent tous les deux l'organisme Chaîne de vie qui fait la promotion du don d'organes auprès des jeunes. Bienvenue à vous, Madame Maréchal. Monsieur René Villemur. René Villemur est éthicien, philosophe d'entreprise et auteur. Il a reçu en 2019 un doctorat honorifique de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour le mérite exceptionnel de ses réalisations en éthique. Depuis plus de 20 ans, il conseille en privé les diplomates, les comités de direction et les conseils d'administration de grandes entreprises internationales et d'associations. En 2019, il a publié L'éthique pour tous, même vous, un ouvrage de vulgarisation qui a comme objectif de rendre l'éthique accessible au grand public. En quelques chiffres, René Villemur, c'est plus de 130 000 personnes rencontrées, plus de 600 entrevues ayant touché des millions de personnes à travers la francophonie, 875 conférences autour du monde et 875 entreprises conseillées. Merci d'être parmi nous, M. Villemur. L'honorable Suzanne Courchaine. Au cours de sa carrière comme avocate, Mme la juge Courchaine a d'abord exercé le droit en pratique privée de 1989 à 2000 au sein d'un cabinet provincial dans des domaines variés du litige. En 2000, elle a joint le groupe droit de la santé d'un cabinet national où elle a exercé en litige, en responsabilité civile et professionnelle dans le secteur hospitalier, incluant des actions collectives. Elle a dirigé ce groupe de pratique comme chef régional de 2008 jusqu'à sa nomination à la magistrature en 2014. Elle a géré des litiges d'envergure et plaidé de nombreuses causes en responsabilité hospitalière et en droit de la santé. Elle a également agi comme conseillère juridique auprès d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux
sur les cadres législatifs et réglementaires qui régissent leurs activités. Elle a été membre de comités d'éthique clinique et à la recherche d'établissements de santé et présidente du comité d'éthique à la recherche d'EMA Québec. En octobre 2014, elle a été nommée juge puînée de la Cour supérieure du district de Montréal. Depuis juillet 2020, elle agit comme coordonnatrice de la Chambre des conférences de règlement à l'amiable de la Cour supérieure, division de Montréal. Bienvenue à vous, Madame la juge Courchaine. Maître Philippe-André Tessier. Maître Philippe-André Tessier a été nommé président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par l'Assemblée nationale le 28 février 2019. Maître Tessier était vice-président responsable du mandat Charte depuis décembre 2017 et assurait l'intérim de la présidence depuis le 15 mars 2018. Avant sa nomination à la commission, il était associé et chef du groupe du droit du travail chez Robinson Shepard Shapiro, et sa pratique était axée sur le droit du travail et de l'emploi ainsi que le droit administratif. Diplômé de l'Université de Montréal en droit, relations industrielles et communication, il est membre du Barreau du Québec ainsi que de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Il est également titulaire de la désignation d'administrateur de sociétés certifiées. Maître Tessier a été très actif au sein de son ordre professionnel, ayant été président de l'Association du Jeune Barreau de Montréal, secrétaire et trésorier du Conseil du Barreau de Montréal, ainsi que membre du comité exécutif et du Conseil général du Barreau du Québec. Il a également été membre et secrétaire du Conseil d'administration d'Éducalois et était jusqu'à sa nomination à la commission membre et président de la Société québécoise d'information juridique. Maître Tessier était également très impliqué lors de ses études dans le mouvement étudiant collégial et universitaire et a présidé le comité d'accréditation institué en vertu de la loi sur l'accréditation et le financement d'associations d'élèves ou d'étudiants. Merci de votre présence parmi nous, Maître Tessier. Docteur Pierre Marsollet. Le docteur Pierre Marsollet a fait ses études de médecine interne à l'Université de Montréal et une surspécialisation en soins intensifs à l'Université de Calgary. Il est aujourd'hui professeur agrégé de la faculté de médecine. Engagé à la cause des dons d'organes et de tissus depuis plus de 25 ans, plusieurs organisations ont reconnu son leadership, son humanisme et ses innovations en lui décernant des distinctions honorifiques. Le docteur Marsollet s'est également démarqué en tant que professeur et s'est vu décerner plusieurs prix pour la qualité de son enseignement. Parmi ses réalisations, en 2013, il a fondé le Centre régional de prélèvement d'organes dont les résultats ont été remarqués partout en Amérique du Nord et en Europe. En 2014, il a remporté le prix Leadership pour un médecin de l'Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux et le prix de carrière Percillier-Lachapelle du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a obtenu le prix humaniste du Collège des médecins du Québec en 2017 et son milieu a reçu la désignation de pratique exemplaire en matière de dons d'organes et de tissus par Agrément Canada. Le docteur Marsollet est également co-auteur de plusieurs protocoles, dont ceux de récupération de la fonction des poumons et des cœurs pour la transplantation et des dons après décès cardio-circulatoires au Québec. En 2015, il a créé la mission du docteur Marsollet, fondation créée pour soutenir les familles de donneurs dans l'ensemble du processus de don. Bienvenue à vous, docteur Marsollet. Agissant à titre de modératrice pour les débats, Maître Mélanie Dugré est diplômée en droit civil et common law de l'Université McGill. Admise au barreau en 2001, elle a d'abord pratiqué au sein du groupe de litige du cabinet McCarthy-Tétrault. Depuis 2007, elle travaille au sein de la Canada Vie et occupe présentement le poste de vice-présidente adjointe affaires juridiques, en plus d'agir comme présidente du comité de francisation et du comité Réussir au féminin. Entre 2011 et 2016, elle a également agi à titre de collaboratrice au quotidien La Presse. Elle est rédactrice bénévole pour la Fondation Philactive ainsi que pour l'organisme Le Phare Enfants et Familles. Maître Dugré est membre du comité des concours du barreau de Montréal depuis 2010
et présidente du comité des relations avec les membres depuis 2013. Elle signe régulièrement les chroniques Figures de maître du barreau de Montréal. Son implication au sein du barreau de Montréal lui a valu d'ailleurs le prix Pierre Fournier en 2020. Enfin, elle vient tout juste d'être élue membre du Conseil du barreau de Montréal pour l'année 2021-2022. Félicitations, Maître Dugré, pour cette nouvelle nomination et soyez la bienvenue. Enfin, notre fidèle chronométreuse, Maître Nathalie Lefebvre. Membre du barreau depuis 1995, Maître Lefebvre est une avocate dévouée et dynamique qui pratique à l'aide juridique de Montréal, agissant tant dans des causes en matière de divorce, de séparation, de garde d'enfants que dans des causes d'enlèvement international d'enfants. Maître Lefebvre est une plaideuse réputée et respectée. Très impliquée auprès du barreau de Montréal, notamment à titre de membre du comité des concours qui organise les présents débats depuis plusieurs années, vous pourrez compter sur ses indications pour vous guider. Bienvenue à vous, Maître Lefebvre. Permettez-moi maintenant de souligner la présence de plusieurs membres du Conseil du barreau de Montréal, dont celle de la bâtonnière Maître Robin Schiller et du bâtonnier qui vient tout juste d'être élu et qui entrera en fonction le 5 mai prochain, Maître Extra Junior Laguerre. Permettez-moi également de vous présenter les membres du comité organisateur, soit Maître Sarah Chédad, Emmanuel de Champlain, Mélanie Dugré qui agit à titre de modératrice, Elisabeth Green, Émilie Jutras, Xantula Konidaris, Nathalie Lefebvre qui agit également comme chronométreuse, Antoine Lippé, président et membre du jury des demi-finales, Nathalie Marois, Heather Michelin, Julie Pelletier, Tim C., Jenica Théoret et Lauriane Walker-Hanley. Madame Ghislaine Dufault, directrice des communications du barreau de Montréal, et son adjointe, Madame Christine Plourde. Avant de lui céder la parole, j'aimerais remercier, au nom du barreau de Montréal, un partenaire de longue date, Druide Informatique et son président fondateur, Maître André d'Orsonance, que j'invite à venir vous adresser quelques mots et à venir dévoiler les noms des deux équipes finalistes. Merci, Peter. Alors, Druide Informatique est fier d'être associé au concours des débats oratoires depuis 1997. C'est quand même quelque chose. Merci au Barreau de Montréal pour sa création. Merci aux bénévoles pour son organisation. Merci aux parents et aux amis pour leurs encouragements. Merci aux professeurs pour la préparation de nos compétiteurs. Et merci à ces derniers pour leurs prestations inspirées. En organisant le concours des débats oratoires, le Barreau de Montréal éveillera peut-être de futurs plaideurs parmi nos étoiles de la relève collégiale. Or, nos plus grands plaideurs ont au moins une chose en commun, leur prouesse verbale non d'égale que leur maîtrise de l'écrit. C'est en pensant notamment à eux et à tous ceux qui gagnent leur vie par l'écrit que Druide Informatique a conçu Antidote, le remède à tous vos noms. Alors attention, nous entrons maintenant dans la portion publicitaire de mon allocution. Vous n'aurez pas de meilleur ami pour vous aider à bien écrire que le logiciel Antidote. C'est l'arsenal complet du rédacteur chevronné. Imaginez un correcteur grammatical avancé, de riches dictionnaires sophistiqués et des guides linguistiques détaillés, tous intelligemment interreliés et judicieusement intégrés à vos logiciels de rédaction préférés. C'est pas maintenant que vous faites une erreur, vous cliquez et la grammaire s'ouvre à la bonne page pour vous l'expliquer. Comme le don d'organes, l'utilisation d'Antidote n'est pas encore obligatoire, mais au cas où elle le deviendrait, each of our 4 finalists will receive this awesome set of software reference tools for writing in French, in English, or for a small supplement in both official languages. As to the 2 best speakers who have not reached the final, they will both receive le Grand Druide des synonymes et des antonymes, le plus grand ouvrage papier de ce type et un extrait du logiciel Antidote. La portion publicitaire de mon allocution étant terminée, le temps est venu de vous dévoiler le nom de nos finalistes. Alors, mesdames et messieurs, les membres du jury des demi-finales ont décidé que les 2 collèges qui s'affronteront en finale pour votre plus grand plaisir sont Jean de Brébeuf et Stanislas. Bonne chance à nos finalistes.
Merci, maître d'Orsonnance. Félicitations aux finalistes et merci une fois de plus au jury des demi-finales, maître André d'Orsonnance, maître Magali Fournier et maître Antoine Lippé. Place maintenant à la grande finale. Je cède la parole à notre modératrice, maître Mélanie Dugré. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Félicitations aux finalistes. Je vais brièvement vous rappeler les règles. Donc, il y aura un tirage au sort qui va déterminer laquelle des équipes peut choisir la position qu'elle souhaite défendre. Ce sera suivi par l'équipe du pour qui pourra exprimer son argumentation en premier. Chacun des membres de l'équipe du pour aura 4 minutes pour s'exprimer. Ce sera suivi par l'équipe du contre. Chacun des membres de l'équipe aura également 4 minutes. Par la suite, on passera à la période de la réplique. L'équipe du pour aura 5 minutes pour répondre aux arguments de l'équipe du contre. Le 5 minutes pourra être déterminé à la discrétion des membres de l'équipe, de la façon qu'ils souhaitent allouer le 5 minutes. Et par la suite, ce sera l'équipe du contre qui aura à son tour 5 minutes. Ce sera suivi de la période de questions où, en alternance, chacune des équipes pourra poser 2 questions à l'autre équipe. Et pour terminer, les membres du jury pourront poser des questions à chacun des membres des 2 équipes. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder au tirage au sort pour savoir laquelle des 2 équipes pourra choisir sa position. Alors, c'est le Collège Jean Brébeuf qui aura le plaisir de choisir sa position. J'invite les coéquipiers, les membres des équipes à ouvrir caméra et micro. Et aux membres de l'équipe de Jean Brébeuf de nous préciser quelle position ils souhaitent défendre. Nous choisissons le contre. Très bien. Alors, dans ce cas, on va commencer par l'équipe du Collège Stanislas qui va défendre la position du pour. Alors, la parole est à vous pour 4 minutes chacun. Bon débat. Madame la Présidente, honorables membres du jury, bonsoir. 850. À l'heure même où nous discutons, 850 Québécois sont en attente d'un organe. En moyenne, 46 mourront cette année. Une responsabilité s'impose. S'investir dans la mesure du possible et du raisonnable dans la défense du droit à la vie de nos concitoyens. Pour ce faire, le don d'organes obligatoire constitue la meilleure. Non, la seule solution. Par don d'organes obligatoire, il faut entendre ici une mesure légale réclamant la remise d'un organe suite au décès d'un individu si et seulement si les circonstances permettent au système médical de les prélever et de les utiliser à bon escient. Clarifions un point dès maintenant. Il ne s'agit nullement de mettre en vigueur un modèle de prélèvement systématique ou de type industriel. Non, il s'agit uniquement de permettre à l'appareil médical d'employer l'ensemble des ressources qui lui sont à la fois nécessaires et accessibles pour sauver autant de vies que possible. Compte tenu de cette définition, nous organisons notre plaidoyer en 3 temps. D'abord, nous établirons que notre solution répond à un objectif à la fois réel et urgent. Ensuite, nous démontrerons qu'il existe un lien rationnel ainsi que proportionnel entre notre objectif de sauver des vies et le don d'organes obligatoires. Finalement, nous verrons en quoi le don d'organes obligatoires constitue la seule solution efficace et que par conséquent, il s'agit d'une atteinte minimale aux droits des Québécois qui se justifie dans notre société libre et démocratique. Mesdames et messieurs les jurés, le problème des organes manquants est réel et urgent. Du fait de la rareté des organes disponibles, le temps d'attente pour un organe au Québec atteint en moyenne jusqu'à 493 jours. 493 jours, mesdames et messieurs, soit exactement 97 jours de plus que la crise sanitaire que nous parcourons actuellement, qui, admettons-le, nous paraît tous interminable. Cette longue attente est d'une cruauté terrible, non seulement pour le malade, mais pour tous ceux qui l'entourent. À l'heure où nous parlons, les 850 Québécois ainsi que leurs innombrables proches sont dans la plus grande incertitude face au dénouement de cette attente. La vie, enfin, ou la mort.
Il est vrai que le nombre de donneurs a augmenté de 4% de 2015 à 2019. Mais le nombre de références pour don d'organes, à savoir le nombre de transplantations potentielles, a augmenté à son tour de près de 40% sur la même période. Le calcul est simple, mesdames et messieurs. Sur les 5 dernières années, les possibilités de procédures de transplantation ont augmenté presque 10 fois plus vite que la disponibilité d'organes au Québec. Lorsque la science progresse, le taux de donneurs doit lui aussi croître pour correspondre à cette évolution. Pourtant, au Québec, alors même que le domaine médical avance à grands pas, le nombre de donneurs stagne. Soyons clairs, une liste d'attente allongée est synonyme d'une liste de décès allongée, de souffrances multipliées alors même que nous aurions pu l'éviter. Peut-il exister une crise plus réelle, plus urgente? Trop souvent, l'impossibilité du don est due à une décision émotive des proches du défunt, qui souvent va à l'encontre des volontés de celui-ci. Devant le choc du décès et sur le coup de cette tragique émotion, les familles sont responsables du refus de près de 40% des dons. Ainsi, les médecins se voient fréquemment incapables d'agir conformément, d'une part, à la volonté du défunt et d'autre part, à l'acte moral qui s'impose à eux. Honorables membres du jury, la conclusion est singulière et inévitable. Notre société connaît une crise, banalisée et pourtant réelle et urgente. Une crise n'ayant qu'une seule solution, le don d'organes obligatoire. Merci beaucoup. Madame la Présidente, honorables membres du jury, bonsoir. Mon coéquipier Omi Diéganet a pu vous décrire l'urgence et la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Trop de vies sont encore perdues chaque année. Nous allons voir dans ce deuxième temps en quoi notre proposition est totalement mesurée, nécessaire et proportionnelle pour atteindre notre objectif, puis nous verrons dans un troisième temps les raisons de l'atteinte minimale de notre mesure. Nous aimerions tout d'abord rappeler qu'au Québec, nous avons entre 3 et 6% de décès en l'attente d'un organe chaque année, selon Transplant Québec. Ce taux peut paraître faible, mais nous parlons de vies humaines. Ces personnes attendent désespérément, parfois pendant plusieurs années, un organe qui leur est nécessaire afin de continuer à vivre et retrouver une vie normale. Le don d'organes obligatoire est la solution la plus proportionnelle pour sauver ces personnes. Pour qu'un organe puisse être transplanté, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Les circonstances de la mort, la qualité de l'organe, si la personne est morte à l'hôpital. Ainsi, nous pouvons voir qu'en 2018, sur 30 000 décès à l'hôpital, seulement 1% auraient été susceptibles de fournir un organe à une personne dans le besoin. Ce chiffre très petit nous montre la nécessité d'élargir le nombre de donneurs, car de simples volontaires ne seront jamais suffisants. La partie adverse tentera sûrement de vous présenter la solution du don d'organes présumé. Cela peut paraître être le compromis idéal. Il n'est pas suffisant. Regardons les chiffres du don d'organes, du champion du don d'organes, l'Espagne, qui applique le consentement présumé comme mesure. Certes, elle réussit à faire un grand nombre de transplantations, mais nous devons nous concentrer sur le nombre de morts en attente d'une greffe. En Espagne, le taux de décès pendant l'attente est de 4 à 6%. Cette mesure légale ne résout pas le problème. Elle n'est pas suffisante et ici au Québec, nous avons des taux similaires. Le don d'organes obligatoire est donc inévitablement la solution la plus rationnelle pour baisser le nombre de patients qui décèdent en l'attente d'une greffe. Maintenant que nous avons prouvé que la mesure est proportionnelle à la situation dramatique dans laquelle nous sommes et l'inefficacité du don d'organes présumé, nous allons vous présenter les raisons qui prouvent l'atteinte minimale de cette mesure sur la population québécoise. Tout d'abord, il est important de se rappeler que même si seulement 40% des Québécois signent leur carte de donneur, d'après un sondage présenté par Radio-Canada, 90% des Québécois sont en faveur du don d'organes. De plus, seulement 1,4% de la population aurait une chance d'être touchée par le don d'organes. Et il s'agit de sauver des vies. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Certaines personnes peuvent être inquiétées par la possibilité que le don d'organes après le décès soit à l'encontre de leurs convictions religieuses. Nous pouvons vous confirmer que les principales religions que l'on peut trouver à travers le monde ne condamnent pas le don d'organes. Au contraire, elles l'encouragent. C'est-à-dire que, par exemple, des religions comme l'islam, le judaïsme, le christianisme, qui interdisent la profanation du corps après la mort, émettent une exception lorsqu'il s'agit de sauver une vie. Des dizaines de décès évitables chaque année. Des malades et leurs proches par milliers subissant une incertaine et cruelle attente. Voici la réalité dans laquelle nous vivons. Une réalité qui ne peut demeurer ainsi. Il est donc évident
que le don d'organes obligatoire possède un lien rationnel et proportionnel répondant à un objectif à la fois réel et urgent, tout en portant une atteinte minimale aux droits de tous les Québécois. Conformément à l'arrêt Hobbes, notre mesure se justifie dans une société libre et démocratique. Notre société ne peut pas se permettre de continuer à sacrifier des citoyens pour préserver le droit au confort de la conscience d'autres. Et c'est en agissant, en rendant le don d'organes obligatoire au Québec, que nous montrerons au monde que le juste chemin en matière de législation sur le don d'organes est possible. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour de l'équipe du contre. Vous avez chacune 4 minutes. Honorable présidence, chers jurys et adversaires. Depuis ses débuts en 1958, le don d'organes est une procédure indispensable à la médecine, permettant de bénéficier de la générosité d'autrui pour sauver la vie de milliers d'individus. Aujourd'hui, cette pratique médicale commune fait cependant face à son lot d'obstacles. La question se pose alors, comment améliorer notre système actuel ? Si 19 pays ont déjà abandonné le système de consentement explicite pour le consentement présumé, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'une législation bien plus contraignante, le don d'organes obligatoire. Fermement opposés à cette motion, ma collègue Chloé et moi-même, Pénélope, vous montrerons en quoi l'obligation du don d'organes est en fait nuisible. Commençons d'abord par définir ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Il est important de souligner la différence entre le consentement présumé et le don d'organes obligatoire. Le consentement présumé, comme son nom l'indique, présume le consentement de chaque individu. Il faut alors notifier l'État de son retrait de consentement. Ce à quoi nous nous opposons est plutôt le don d'organes obligatoire, qui exclut totalement le concept de consentement. Toute personne décédée deviendra donneur si éligible médicalement. Sur ce, je vais vous présenter un premier argument sur l'éthique et la politique. Le pour semble défendre une position utilitariste à plusieurs égards, mais néglige la controverse de l'acte en tant que tel qui est d'obliger le don d'organes. Je m'explique. Au Québec, un des droits fondamentaux garantis par l'État est l'intégrité de la personne, tel que stipulé dans les articles 3 et 10 du Code civil du Québec. Il est précisé à cet effet que nul ne peut porter atteinte à une personne sans son consentement libre et éclairé. L'importance du consentement dans les soins médicaux est également soulignée dans les articles 10 à 25 du Code civil et dans les articles 28 à 31 du Code de déontologie des médecins du Québec. Cependant, obliger le don d'organes est une décision qui omet tout consentement et devient donc une atteinte aux droits de la personne. En plus d'un non-respect constitutionnel, l'obligation change la psychologie de l'acte de donner ses organes. En ce moment, donner ses organes est vu comme un acte altruiste fait par une bonne personne qui est morale. Si on l'oblige, l'acte perd maintenant toute sa connotation noble. On donne maintenant la pression à plusieurs qui deviennent locataires de leurs organes jusqu'à leur mort. Obliger le don d'organes, c'est donc brimer le droit d'intégrité et de consentement de chaque individu. L'État donne alors l'image négative que le corps de chaque citoyen lui appartient et se montre sous un angle négatif. Ce changement de législation drastique peut ainsi causer une perte de confiance envers le gouvernement et des représailles de la population, ce qui provoquera de l'instabilité et une difficulté à rétablir la légitimité de l'État. Je passerai maintenant à un deuxième argument sur la non-faisabilité du don d'organes obligatoire. On remarque actuellement que les pays les plus performants en matière de don d'organes, comme l'Espagne et la France, le doivent à leur organisation hospitalière efficace, qui a permis d'augmenter de 24 à 48 le nombre de donneurs par million d'habitants. Il est donc important de comprendre que pour que le don d'organes obligatoire fonctionne, le Québec a besoin d'un processus de don fluide et simple afin de distribuer avec succès le plus de greffes d'organes possible. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Sans cela, que va-t-il arriver lors de l'implantation de cette législation ? 1. Il manquera de médecins coordonnateurs et d'infirmières pour administrer ces greffes. Ensuite, la population restera mal informée au sujet du don d'organes puisqu'il n'y aura pas eu de campagne de sensibilisation additionnelle et donc exercera son mécontentement. 3. Les hôpitaux resteront mal équipés pour accueillir plus de transplants et améliorer les conditions de transport. Et finalement, le personnel de la santé ne recevra pas pour autant une meilleure formation alors qu'il en a besoin pour mieux évaluer les organes. En effet, 20% des donneurs potentiels échappent actuellement au radar des professionnels de la santé parce que leur état et leur potentiel sont mal évalués. Mesdames et messieurs, ce que l'équipe du Pour fait, c'est d'augmenter le nombre de donneurs potentiels sans améliorer le processus du don d'organes. Et tant que cette réforme du système médical de don n'est pas faite, ajouter plus de donneurs n'aura strictement aucun impact. Merci beaucoup. Honorables membres du jury, chers adversaires,
Je me présente Chloé Paquette et j'ajouterai maintenant 2 arguments à ceux de ma collègue. Le premier étant au sujet des valeurs et de l'éthique personnelle. Selon l'article 3 de la Charte des droits et libertés, et je cite, « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles que la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion. » Et de plus, il est important de noter que selon certaines religions, le corps d'un défunt doit être traité d'une façon très spécifique, voire conservé dans son intégralité, afin que la famille puisse procéder au rite funéraire de leur choix. Cela permet justement à la famille de procéder à ses propres rites funéraires basés sur ses propres croyances, ce qui est essentiel au deuil. Or, le don d'organes va à l'encontre de certaines règles ou croyances religieuses. Par exemple, chez les hindous, le don d'organes est un obstacle à la réincarnation du défunt, ce qui priverait donc les proches de l'idée réconfortante comme quoi ils pourraient profiter de nouvelles vies. En dehors de la religion, d'autres convictions personnelles et d'autres valeurs justifient évidemment le refus de donner ses organes ou ceux d'un proche, que cela soit lié à tout type d'accès au paradis ou simplement à l'idée qu'une partie d'un membre de sa famille se retrouve dans le corps d'un étranger. Bref, le don d'organes ne respecte pas les croyances de toutes les religions, ne respecte pas le processus de deuil de chacun. Le rendre obligatoire est de dévaloriser l'importance de la liberté de religion et de croyances personnelles, ainsi qu'admettre préférer le bien-être d'un individu, soit le receveur d'organes, au détriment d'un autre, soit la famille du défunt. Tout adulte apte à évaluer les conséquences de ces décisions est en plein droit de refuser de recevoir une greffe d'organes ou de recevoir du sang pour des raisons religieuses ou personnelles. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle ce même adulte, maître de son corps, de ses valeurs et de ses croyances, devrait être obligé de donner ses organes à sa mort ou que sa famille devrait être forcée d'en donner la permission. Rendre obligatoire le don d'organes signifie donc aller à l'encontre de nos propres valeurs de société, de notre propre charte des droits et libertés, ce qui décrédibilise à la fois nos lois et nos droits. Cela signifie également rendre plus difficile le deuil de plusieurs familles et faire preuve d'un manque flagrant de respect à l'égard du défunt, alors que notre système de santé se doit de respecter chaque individu ainsi que sa religion. Je vais maintenant vous présenter mon deuxième argument, la perte de confiance en notre système de santé. Le système médical public a comme objectif de soigner au meilleur de ses capacités tout type de population et que tous s'y sentent en sécurité et en confiance. Cependant, plusieurs groupes y sont malheureusement déjà méfiants, ou sont même méfiants envers certaines procédures particulières. Premièrement, certaines communautés ethniques, telles que par exemple des communautés autochtones ou des communautés noires, ont raisonnablement peur d'être victimes de discrimination ou d'un traitement différent dans certaines institutions médicales. Je pense notamment à certaines instances de discrimination récentes, comme le cas de Joyce et Chacam. Deuxièmement, certains groupes d'individus croient plus ou moins fermement à l'idée que le gouvernement utilise la médecine pour les contrôler ou que le système de santé n'a pas véritablement le bien-être de ses patients à cœur, comme certains groupes anti-vaccins. Troisièmement, plusieurs sont mal éduqués en ce qui concerne le don d'organes ou croient en des mythes très difficiles à déconstruire. En effet, nombreux sont les gens qui ont peur que la question du don d'organes influence la décision d'un médecin quant à lui sauver la vie ou non. Le don d'organes obligatoire, ce serait justement d'accroître la méfiance des communautés ethniques, particulièrement celles dont les valeurs ne sont pas en accord avec le don d'organes. Ce serait justement donner raison aux individus croyant que le gouvernement prend des décisions à son endroit et de nourrir la peur des gens qui n'ont pas les outils pour s'éduquer sur le sujet. Une méfiance générale s'installerait vis-à-vis de notre système de santé et certains pourraient même aller jusqu'à vouloir ne plus fréquenter les hôpitaux, de peur que si leur vie est en jeu, ils ne seront pas sauvés ou leurs organes seraient prélevés sans leur consentement. On se retrouverait alors bien loin de l'objectif du sentiment de sécurité, de confiance et de respect. Merci. Merci. Alors, on va passer à l'étape de la réplique. Ce sera d'abord à l'équipe du pour de répondre aux arguments de l'équipe du contre. L'équipe du pour, vous avez 5 minutes. Madam President, honorable members of the jury, allow us now to contend with the negation's arguments as to establish definitively the validity and legitimate need for mandatory organ donations. We will address each of the opposition's assertions linearly to then proceed onto a conclusive speech. Concerning ethics and politics, though personal integrity is a fundamental aspect of our modern democracy, it cannot take precedence over the collective agreement of our provincial and national social contract. Now, taking into account the Oakes test that our measure has passed, we must recognize that in fact,
there is a collective consent amongst Canadians, which we will confirm later in the speech, towards organ donation. Concerning codes of ethics in medicine, the doctor presiding or the honorable jury member on the board will tell you that there is another oath doctors must take, known as the Hippocratic Oath, an oath that compels medical experts to try and save as many lives as possible. There is no consensus in terms of ethics as to this issue. The opposition uses the word locataires de leurs organes. Naturally, we would never speak of the bodies of our citizens in such economic terms. Quite the opposite. The sanctity that we afford to the human body is precisely the reason for which we desire to save as many people as possible. Concerning non-feasibility, the opposition says that we can make the system more efficient, then we can favorize simplicity, that we can educate. Nonetheless, they are suggesting that we would make no measures to improve logistic and cultural biases towards organ donation. However, they do not demonstrate any form of non-feasibility of organ donation. They merely propose a number of measures with which we agree. We can educate, we can sensitize. Concerning ethics and personal values, indeed, our citizens are free to believe, free to practice. However, a right to the open practice of faith must end where the right to life begins. Ladies and gentlemen, we have nothing but respect for the minority of religious Quebecers, but let us remember what they are, a minority. In fact, polls suggest that something between 90 and 94% of Quebecers are for organ donation. The well-being of one over another, which the opposition alluded to, is not what we are advocating for. Do not be mistaken. It is not between the well-being of one or the other. It is between the comfort of the conscience of one and the right to live of the other. The latter must be preferred, ladies and gentlemen. Finally, concerning loss of trust and cases of recent discrimination, once again, we cannot base legislation in pathos and feelings and pseudoscience, such as anti-vaxxing sentiments. We can, must, and will educate, but this, honorable members of the jury, in no way stops us from implementing mandatory organ donation. Thank you very much. Madame la Présidente, honorables membres du jury, nous ne pouvons plus reculer. Les faits ne mentent pas. Nous sacrifions chaque année des Québécois que nous pourrions sauver dû à la négligence et l'indifférence de certains. Mais mesdames et messieurs du jury, 90% des Québécois sont favorables aux dons d'organes. Rappelons la situation dans laquelle nous sommes. 3 à 6% des personnes en attente d'un organe ne survivent pas à l'attente. Qui sommes-nous pour négliger des vies? Nous devons régler le problème qui persiste partout dans le monde. Nous ne pouvons pas laisser mourir des personnes pour préserver le confort d'autres. Et il n'est jamais trop tard pour sauver des vies. Penchons-nous maintenant sur ce qu'il pourrait se passer si nous ne réussissons pas à régler ce problème. Les personnes désespérées peuvent utiliser des moyens peu conventionnels lorsqu'il s'agit d'échapper à la mort. Nous pourrions avoir une montée progressive des trafics illégaux d'organes. Ces marchés-là obtiennent souvent leurs organes de manière très violente. Voulez-vous que nos enfants vivent avec des organes d'enfants mutilés? Non, nous ne pouvons pas laisser le don d'organes glisser entre les mains de notre gouvernement. Le risque que le crime organisé s'empare de cette activité est totalement catastrophique pour nous. Et rappelons-nous que le don d'organes obligatoire est nécessaire, proportionnel, porte une atteinte minimale aux droits des Québécois. Ainsi, le don d'organes obligatoire est la solution, nous évitant une situation bien pire. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est au tour de l'équipe du contre de répondre aux arguments de l'équipe du pour. Vous avez, vous aussi, 5 minutes. Merci beaucoup. Rebonjour, chers jurys et chers adversaires. L'équipe du pour insiste sur le fait que le don d'organes obligatoire est la seule solution viable pour résoudre à la pénurie d'organes actuelle. Cependant, nous aimerions souligner que plusieurs techniques moins contraignantes sont également à notre disposition et n'ont pas été mentionnées par le pour. On peut parler d'éducation, de sensibilisation et d'une amélioration de l'administration et de l'organisation des hôpitaux, qui permettent tous à leur manière de mieux sensibiliser la population pour qu'elle soit plus alerte du consentement et donc signe leur carte
au dos de l'assurance maladie, qui permettront également de rendre le processus de don d'organes efficace et permettront de justement rendre plus efficace, plus rapide le processus de transport de dons ou de greffe. Ce sont des techniques qui sont beaucoup moins contraignantes, qui respectent les principes du droit au Québec et qui n'ont pas été mentionnés par le pour, mais qui marchent. Également, tandis que l'équipe du pour glorifie la légitimité du processus de don d'organes obligatoire, nous devons nous rappeler que le pour essaye d'instaurer cette législation au Québec, une province qui est dirigée par les préceptes de la liberté et de la démocratie. Cependant, le don d'organes obligatoire s'oppose à ces deux préceptes. N'est-ce pas contradictoire à sa source? Merci. Donc, je vais prendre la balle au bon de ma collègue. Bonjour encore, honorable membre du jury, cher adversaire. Le côté du pour a beaucoup insisté sur la statistique comme quoi 90% des Québécois étaient pour le don d'organes, mais que seulement 40% d'entre eux n'avaient signé leur carte maladie. Or, ils ont sauté à la conclusion comme quoi la seule façon de convaincre les 50% restants de signer leur carte était d'obliger le don d'organes obligatoire. Cependant, comme l'a dit précédemment ma collègue, ils n'ont pas mentionné simplement la partie de faire de la sensibilisation, de l'éducation. Le tout peut être aussi simple qu'un docteur qui rappelle d'une façon totalement objective l'existence de la possibilité de simplement signer le dos de sa carte d'assurance maladie pour être éligible au don d'organes. En effet, comme l'a si bien mentionné le côté du pour, la majorité des refus du don d'organes de la part des familles viennent du fait qu'ils sont incertains de la volonté du donneur. Cependant, si on a fait le strict minimum de sensibilisation, cela pourra considérablement augmenter la quantité de gens qui signeront cette carte. De plus, on a dit qu'il s'agissait simplement des religions minoritaires qui n'allaient pas voir leurs droits respectés. Cependant, du côté du contre, nous trouvons cela bien triste que des gens qui ont déjà moins accès à leur liberté dans leur quotidien en raison de discriminations constantes se voient encore une fois retirer l'une de leurs plus grandes libertés, soit celle de leur dignité et de la possibilité de faire leur deuil comme tout être humain devrait pouvoir le faire. De plus, on s'est fait dire que nous n'allons pas parler, nous, en tant que système médical, nous ne parlerons pas des corps comme étant des locataires. Jamais nous n'utiliserons un tel vocabulaire. Cependant, le côté du pour n'a jamais dit qu'on ne le traiterait pas de cette façon, car c'est pourtant ce qu'on fait, qu'on le mentionne ou non dans de tels termes. Les propriétaires du corps deviennent simplement des locataires de leurs organes. Donc, le public québécois sera en mesure de comprendre cela, bien qu'on n'utilise pas nécessairement des mots pour le désigner ainsi. On a également apporté le crime organisé. Cependant, nous tenons à mentionner qu'en ce moment, nous défendons le statu quo en tant que contre. Nous ne tenons simplement pas à avoir une nouvelle législation si drastique et penchant plutôt pour des options plus inclusives envers tous. Et dans le statu quo, nous n'avons présentement pas de problème démesuré en lien avec le crime organisé. Nous ne voyons pas pourquoi il s'agit absolument d'une nécessité de combattre celui-ci à ce moment même. De plus, on a parlé du côté du pour d'une certaine cruauté en lien avec le fait de ne pas obliger le don d'organes. Cependant, n'est-ce pas cruel de retirer à une famille la possibilité de faire son deuil? N'est-ce pas cruel de donner à un individu l'anxiété de fin de vie, sachant que ses organes seront peut-être retirés s'il est sur le point de mourir, alors qu'il est contre le don d'organes obligatoire, que ce soit pour des régions religieuses, oui, des régions religieuses, pour une religion qui fait partie de la minorité, qui n'est cependant pas moins importante, ou même pour des croyances personnelles ou simplement des convictions personnelles, ce qui n'a pas du tout été abordé par le côté du pour. Donc, honorables membres du jury, nous espérons que nous avons su vous convaincre. Merci. Merci. Alors, ce sera la période des questions. L'équipe du pour, vous avez le droit de poser une première question et l'équipe du contre a 1 minute pour y répondre. Honorables membres du jury, chers adversaires, nous avons montré que le don présumé ne suffit pas, même en Espagne, à éliminer les morts en attente d'organes. Les gens continuent de mourir. En refusant notre mesure, vous sacrifiez ces vies. Pourquoi? Donc, comme on l'a mentionné dans nos précédentes réfutations, nous ne décidons pas de sacrifier des vies. Ce qu'on fait, c'est que nous décidons de trouver une autre façon plus inclusive à tous
à tous pour, d'un côté, sauver le plus de vies possible, que ce soit par la sensibilisation, puisque justement 90% des Québécois sont pour le don d'organes. Et il est donc possible de faire en sorte que des mesures soient prises pour que leurs organes ils puissent devenir donneurs, autre que de simplement forcer toute la population. Et d'un autre côté, nous croyons qu'il est essentiel de le faire en respectant la dignité et l'intégrité de chacun, puisque cela fait partie de nos valeurs fondamentales en tant que société et que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans une société libre et démocratique, donc une société libre où les gens peuvent faire un choix individuel et totalement libre, éclairé en ce qui concerne leur corps, leur dignité. Merci. Équipe du contre, c'est à votre tour de poser une question à l'équipe du pour. Oui, merci beaucoup. Le Code de déontologie des médecins du Québec est un document essentiel à la conduite des médecins. Selon l'article 4 du Code de déontologie, et je cite, « Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne. » Comment croyez-vous que les médecins pourront alors respecter cet article du Code de déontologie et bien exercer leur profession si le don d'organes obligatoire empêche les humains de décider de ce qu'il adviendra de leur propre corps à leur décès? Merci beaucoup pour votre question. Justement, il faut comprendre que le don d'organes est tout sauf indigne. C'est l'acte le plus noble qu'on puisse faire. Le don d'organes obligatoire permet donc de ce fait à la globalité de la population d'agir et de contribuer universellement au système médical que nous avons mis en place au Québec. Et donc, de ce fait, nous devons soutenir que le don d'organes obligatoire, tel que nous l'avons défini et conçu, n'est nullement une contradiction au Code de déontologie et par ailleurs satisfait les critères du serment d'Hippocrate. Merci beaucoup. Équipe du pour, vous avez droit à une dernière question pour l'équipe du contre. Honorables membres du jury, merci beaucoup pour votre temps. Il est désormais clair que le don d'organes obligatoire est une mesure éminemment efficace. S'opposer à notre proposition, n'est-ce pas faire prévaloir le confort de la conscience de l'un sur le droit à la vie de l'autre? C'est une excellente question, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur la première partie de votre question qui était de dire que le don d'organes obligatoire, c'est la seule solution et la plus efficace à résoudre la pénurie d'organes actuelle. Mais le côté du contre a du mal à comprendre en quoi le fait d'avoir un plus gros bassin de donneurs va automatiquement annuler tous les préjudices, tous les enjeux qui existent dans le système de don. C'est déjà une première faille avec la question que vous nous avez posée. Également, un autre enjeu qui est ressorti lors du débat, c'est le fait qu'on pense prioriser la liberté du receveur sur la liberté du donneur ou l'inverse. De notre côté, nous ne sommes pas en train de prioriser le confort de l'un sur le confort de l'autre. Nous sommes en train de faire valoir les droits des deux. Ce que l'on compare au côté du pour, qui met en valeur et qui donne la priorité aux droits du receveur, mais qui ne considère pas les libertés, le droit à l'intégrité et la conscience du donneur, ce qui est un enjeu, ma foi, flagrant. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Équipe du contre, vous avez droit à une dernière question pour l'équipe du pour. Merci beaucoup. Donc, tel que mentionné précédemment dans notre débat, plusieurs s'opposent au don d'organes pour des raisons religieuses ou des convictions personnelles. Ceci dit, comment croyez-vous que ces gens, ces êtres humains, réagiront en sachant que les organes de leurs enfants ou de leurs parents seront prélevés sans leur consentement? Et comment croyez-vous que cela affectera leur processus de deuil? Tout d'abord, merci pour votre question. Nous pensons qu'il est très important pour les familles d'avoir un deuil, d'avoir un très bon deuil de leurs défunts proches. Mais il est important de comprendre que le don d'organes peut être une manière pour les personnes qui donnent leurs organes d'avoir une deuxième vie. Des témoignages prouvent que des personnes ont un meilleur deuil avec l'idée que des organes vont les aider. Des personnes qui avaient perdu leur bébé ont donné des yeux et ont aidé à sauver des personnes grâce à la recherche. De plus, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas faire prévaloir le droit à la conscience de personnes sur le droit à la vie d'autres personnes. Le droit à la vie est un droit fondamental
et il est nécessaire de comprendre que nous devons faire prévaloir ce droit. Merci. Merci. Merci à vous quatre. Maintenant, ce sera le tour des membres du jury de vous poser des questions s'ils le souhaitent. Donc, j'invite les membres du jury à ouvrir leur caméra et leur micro. Et peut-être chacun leur tour, s'ils le souhaitent, vous poser des questions. J'ai une question que je souhaiterais poser à l'équipe de Jean de Brébeuf. Comment expliquez-vous un taux de consentement d'environ 60%, alors que les sondages démontrent que les Québécois sont favorables à 90% au don d'organes? Nous croyons justement, merci pour votre question premièrement, nous croyons justement qu'il s'agit d'une malinformation. Le fait que certains ne se font tout simplement pas dire directement qu'ils peuvent simplement accepter de donner leurs organes en signant l'endos de leur carte d'assurance maladie. Donc, nous croyons que ce soit avec une sensibilisation ou tout simplement en tentant de trouver des nouvelles façons de rejoindre les gens qui ne vont pas prendre eux-mêmes l'initiative de se renseigner sur le sujet, que nous allons pouvoir augmenter notre taux de donneurs jusqu'à 90%, soit le taux de Québécois qui sont en faveur du don d'organes. Nous pensons donc véritablement qu'une éducation, de la sensibilisation, ainsi que peut-être trouver une façon de l'inclure dans les visites chez le médecin peut faire en sorte que les gens auront conscience de la petite initiative qu'est signer le dos de sa carte d'assurance maladie, ce qui en retirera toute ambiguïté pour les familles des donneurs. Merci. Monsieur Villemur, est-ce que vous souhaitez poser une question? Oui, j'avais une question, puis j'aimerais l'adresser à un membre de chaque équipe. Monsieur Yeganet, vous nous avez parlé d'éthique un peu plus tôt, et j'aimerais que vous me disiez, c'est quoi pour vous ça? Je pense, notamment quand on parle des codes d'éthique, qu'on fait face à un nombre de principes, de concepts et naturellement de normes régissant le comportement de chaque personne dans une profession particulière, en l'occurrence naturellement les médecins. Mais il faut ajouter que les codes d'éthique, comme toutes les normes morales, doivent s'ajuster aux faits évolutifs et aux circonstances sociales qui sont en perpétuel changement. Et donc, c'est de là que provient notre potentiel désagrément avec la partie adverse. Merci beaucoup. D'accord. Et si je peux rebondir, Madame Fernandez-Busto, vous avez parlé d'éthique et de déontologie. Donc maintenant, comment est-ce que vous distinguez les deux? C'est une bonne question. Je pense que les deux ont certains liens ensemble. En fait, ce que du côté du contre, on propose, c'est qu'on fasse attention au respect des droits de chaque personne. Que cette personne soit un receveur, que cette personne fasse partie de la famille du défunt ou que cette personne soit le donneur. Oui. Donc, du côté du contre, nous pensons qu'il faut respecter les droits de chaque personne. Et ce que l'éthique nous dit, ce que la déontologie, c'est que le respect fondamental de ces droits-là passe par le respect égal. En ce moment, avec la proposition du pour, on voit un déséquilibre dans le respect de ces droits et libertés. Même si ces droits et libertés se mouvoient dans le temps, comme ils ont dit, certains restent fixes. Le droit à l'intégrité, le droit d'être respecté dans sa dignité complètement, c'est des droits qui vont rester fixes au fil du temps puisqu'ils sont si généraux et si importants. Et nous pensons que du côté du contre, on prend en compte de ce respect-là dans toutes les mesures médicales ou sociales que ce soit. Merci beaucoup. Madame Maréchal, souhaitez-vous poser une question? Oui, et j'aimerais aussi, si possible, que les deux équipes puissent répondre. En fait, vous avez d'un côté comme de l'autre parlé d'éducation. Chacun a répondu un peu aux arguments de l'autre. On a beaucoup, d'après ce que j'ai compris, vous pourrez clarifier, vous comptez beaucoup sur le corps médical et les médecins pour faire cette éducation-là. Vous avez souvent mentionné dans le cadre donc, de la visite chez le médecin où le médecin pourrait dire donc, au patient, lui rappeler, par exemple, l'importance de signer sa carte. J'ai peu entendu, et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous êtes les premiers concernés, j'ai peu entendu parler de l'éducation qui viendrait des jeunes. Est-ce que vous pensez, avez-vous documenté dans le cadre de vos recherches l'impact que peuvent avoir des jeunes, entre autres, qui en parlent à leurs proches, qui soulèvent la discussion, qui
Avez-vous mesuré un peu l'impact que ça peut avoir? Parce que l'éducation, c'est très large. Puis en même temps, les plus jeunes générations peuvent avoir un impact aussi sur tout le débat. Chloé, peut-être d'abord? Oui, donc pour nous, on considère que l'éducation peut effectivement vraiment prendre plusieurs voies différentes. On a mentionné les médecins, mais c'est évident que les jeunes aussi peuvent faire une grosse différence. Ce qui a été observable dans les dernières années, justement, que ce soit pour la cause environnementale, pour la cause de violence à caractère sexuel, bref, toute cause sociale. Et on considère donc que le don d'organes rentre dans cette catégorie. Donc, on pense que ça peut aussi être des écoles, ne serait-ce que les écoles mentionnent le sujet, que ce soit dans le cadre des cours. Les jeunes peuvent facilement prendre la balle au bon, puisqu'on est une génération justement qui prend plusieurs initiatives, que ce soit des campagnes de sensibilisation, dont plusieurs jeunes ont parti, surtout de niveau collégial, de niveau universitaire, que ce soit simplement, vous êtes probablement familier avec les réseaux sociaux, avec la façon dont les jeunes, ce que les jeunes utilisent pour pouvoir partager de l'information. Donc, que ce soit de créer certaines publications que les jeunes partagent en masse et un message qui peut facilement se passer, ne serait-ce que dans l'espace de quelques heures, voire quelques jours. Et pour les jeunes, nous croyons effectivement qu'il n'y a rien de mieux que des jeunes pour éduquer les jeunes et que par la suite, ne serait-ce que simplement en leur parlant à leurs parents, on peut rejoindre la majorité de la population québécoise de cette façon, de façon à ce que le don d'organes obligatoire ne soit pas une nécessité, de façon à ce que nous remplissons justement, nous atteignons notre 90% de la population québécoise qui est prête à être donneur. Merci. Du côté des pour, comment vous voyez la chose? Peut-être Agathe ou Omid? Mais je vais répondre. Agathe, merci pour votre question tout d'abord. Nous pensons, comme la partie adverse, que l'éducation des jeunes est nécessaire dans notre société. Et nous y sommes aujourd'hui, nous parlons de don d'organes, donc nous sommes sensibilisés à la chose d'une manière. Et nous connaissons les faits et nous commençons à connaître la réalité dans laquelle nous vivons. Mais, mesdames et messieurs du jury, pensez, l'éducation, cela prend du temps. Nous avons été des années à l'école. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Alors que pendant toutes ces années qui vont prendre l'éducation de tous les jeunes, du corps médical, des gens vont continuer à mourir. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à attendre le temps que les personnes soient éduquées. Nous devons vraiment prendre des mesures qui vont nous permettre rapidement de sauver toutes ces personnes en attente, qui attendent des années et qui ne peuvent pas survivre. Donc, nous devons sauver ces personnes. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être brièvement, Maître Tessier et Madame la juge Courchaine. Maître Tessier, souhaitez-vous poser une question? Si on a le temps, je ne veux pas... Oui? Oui, allez-y, absolument. Ça va. Alors, bravo à vous quatre. Simplement une question pour les deux équipes. Vous avez de part et d'autre fait référence aux droits fondamentaux qui sont en cause. D'un côté, vous parlez de l'intégrité de la personne. De l'autre côté, vous parlez de droit à la vie. Comment est-ce que vous pouvez, en vos mots, concilier l'opposition entre deux droits fondamentaux? Pourquoi un devrait-il l'emporter sur l'autre? Comment on peut décider qu'un droit est plus important qu'un autre? Peut-être l'équipe du pour en premier, suivi de l'équipe du contre? D'abord, merci beaucoup pour votre question et votre temps, Maître Tessier. C'est effectivement une excellente question et une question à laquelle on s'est frotté lors de nos préparations. Effectivement, il n'est pas de tradition dans la jurisprudence constitutionnelle canadienne de hiérarchiser des droits fondamentaux autres que très récemment dans certaines décisions. Cela dit, quand nous devons faire notre hiérarchie, et nous l'avons exprimé très clairement, il faut comprendre qu'il est impossible de disposer de son corps comme on le veut si on est mort. Et donc, le premier droit qui permet l'ensemble des autres droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit basal, la racine de toute juridiction, de toute liberté, réside dans le droit à la vie. Et donc, de ce fait, quand il faut choisir, quand il faut hiérarchiser, nous n'avons qu'un seul choix, garantir la liberté qui soutient toutes les autres, à savoir le droit à la vie. Merci beaucoup. Une réponse du côté de l'équipe du contre? Oui, donc premièrement, je tiens à vous remercier pour votre question très pertinente. Donc, de notre côté également, nous ne pensons pas qu'il est question de hiérarchiser les droits. C'est pourquoi, du côté du contre, nous avons pris position en disant que nous voulons accorder le droit à la vie, justement en trouvant d'autres alternatives pour pouvoir avoir plus de dons d'organes, sans toutefois
totalement négligé le droit de la liberté individuelle, de prendre ses propres décisions prendre ses propres décisions, le droit à la dignité, le droit à l'intégrité. Le côté du pour est seulement en train de défendre le droit à la vie, alors que de notre côté, on voit les deux. Et je vais vous énommer quelques droits. Je peux aussi ajouter le droit à la religion, le droit aux croyances. Bref, nous avons une panoplie de droits appuyant notre position, alors qu'on a simplement le droit à la vie. Mais quelle la vie si nous n'avons pas la dignité, si nous n'avons pas la liberté de prendre nos propres décisions, si nous n'avons même pas la liberté de notre corps? Bref, nous défendons l'ensemble des droits. Merci. Madame la juge Courchaine, pour terminer. Oui, alors bonjour, merci à tous les participants pour d'excellents arguments de part et d'autre. Vous indiquiez particulièrement dans le groupe du pour que certaines croyances religieuses semblent être un obstacle majeur pour les donneurs et leurs familles, mais qu'il y aurait peu de religions qui l'interdiraient formellement. Est-ce que le don d'organes obligatoire pourrait être envisageable et être imposé, sauf pour certaines communautés dont la religion l'interdit formellement? Et ma question s'adresse bien sûr aux deux groupes. Alors, qui veut répondre en premier? C'est votre choix, peut-être l'équipe du contre? Je pense que c'est une excellente question et c'est un enjeu qui est récurrent de savoir où poser la limite quand on implante une nouvelle législation. Du côté du contre, nous pensons que si, lorsqu'on implante une législation aussi drastique que le don d'organes obligatoire, si on commence à donner des exceptions à une religion, à deux religions, qu'est-ce qui garantit que 3000 personnes ne vont pas arriver un jour devant le gouvernement et vont donner d'autres exceptions, vont demander si une religion a le droit de refuser le don d'organes, est-ce que ma condition personnelle peut se voir refuser le don d'organes obligatoire? Nous pensons que le fait de commencer à donner des explications, pas des extrêmes, pardon, mais des exceptions, fait en sorte qu'on ouvre la porte à beaucoup plus de raisons qui sont peut-être pas aussi justifiables, et ces restrictions-là sont injustes selon nous. Que l'on fasse une exception pour une religion est injuste à d'autres personnes qui ont des raisons aussi valables, mais qui ne sont peut-être pas pour leur religion. Merci beaucoup. Et pour conclure, les commentaires de l'équipe du pour. Merci beaucoup, Présidente Courchaine, pour votre question. Au cours de ce débat, nous avons suivi un plan spécifique. Un plan qui, comme vous l'aurez remarqué, correspond au test ou à l'arrêt Oaks, qui est une procédure constitutionnelle qui permet de garantir et de vérifier la constitutionnalité de la mesure que nous proposons. Nous n'avons aucune illusion quant au projet proposé. C'est un don d'organes obligatoire. Impossible de se tromper là-dessus. Cela dit, s'il est absolument nécessaire de faire certaines exceptions, nous sommes prêts à judiciariser avec des mesures raisonnables et restrictives lorsque c'est absolument impératif. Voici notre réponse. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Alors, merci aux membres du jury pour leurs questions très pertinentes et à nos candidats pour leurs réponses. Je vais recéder la parole à notre maître de cérémonie, maître Moriatis. Merci, maître Dugré. Merci et bravo à nos deux équipes finalistes. J'invite maintenant les membres du jury à désactiver leur caméra afin de déterminer les gagnants de cette 31e édition. Je vous invite par ailleurs à demeurer des nôtres afin d'assister au dévoilement de l'équipe gagnante ainsi qu'à la remise des prix aux gagnants, aux finalistes et aux deux meilleurs orateurs parmi les équipes n'ayant pas atteint la finale. Merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, le jury est maintenant prêt à rendre son verdict. Concernant les prix, je vous rappelle que les deux meilleurs orateurs n'ayant pas atteint la finale recevront chacun un chèque de 150 $ et un exemplaire du Grand Druide des synonymes et des antonymes.
Quant aux membres de l'équipe finaliste, ceux-ci recevront chacun un chèque de 250 $. De même qu'Antidote, le logiciel d'aide à la rédaction de Druide. Finalement, en plus de remporter le trophée Philippe Casgrain, les membres de l'équipe gagnante auront chacun droit à un chèque de 500 $ et à un logiciel Antidote. J'invite maintenant la bâtonnière du barreau de Montréal, Maître Robin Schiller, à venir nous adresser quelques mots. Bonsoir à tous et à toutes. Avant qu'on procède au grand dévoilement, permettez-moi de remercier chaleureusement les membres de notre jury qui ont tous spontanément accepté notre invitation. À l'honorable Suzanne Courchaine, présidente du jury, M. Philippe-André Tessier, Dr. Pierre Marcellet, Mme Isabelle Maréchal et à M. René Villemur, merci au fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir. J'adresse également nos remerciements aux membres du jury des demi-finales. Maîtres André Dorsonance, Magali Fournier et Antoine Lippé, de même qu'à notre modératrice, Maître Mélanie Dugré, à notre chronométreuse, Maître Nathalie Lefebvre, à tous les membres du comité de concours et Maître Peter Moratis, qui a d'ailleurs dirigé la cérémonie de main de maître. Enfin, merci surtout à tous les étudiants qui participent au débat oratoire, à tous les professeurs qui incitent leurs étudiants à s'inscrire, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus les encourager. I would like to thank all students who participated in these debates, as well as their parents, professors, and friends who supported them. You are our future, and we look forward to seeing you at more and more of these events. Merci beaucoup. Merci, Madame la bâtonnière. J'invite maintenant Maître André Dorsonance, président du jury des demi-finales, à nous adresser quelques mots et à dévoiler le nom des meilleurs orateurs n'ayant pas atteint la finale. Ceux-ci recevront le prix de 150 $ par le barreau de Montréal et le grand druide des synonymes offerts par Druide. Maître Dorsonance. Merci, Peter. Cela fait maintenant quelques années que j'ai le plaisir d'être du jury des demi-finales en compagnie de Magali Fournier et d'Antoine Lippé. Et cet après-midi, nous constations combien il est parfois très difficile de décider quel des 9 cégeps représentés devrait accéder à la finale. Nous avons délibéré plus longtemps que par le passé et notre choix des 2 meilleurs orateurs n'ayant pas atteint la finale aura également pour effet, cette année, de souligner l'excellente performance des 2 équipes qui complétaient notre carré d'as. Ces 2 orateurs sont du collège John Abbott, Christophe Kelada, et du collège Marianopolis, Gabriel Dibert. Alors, toutes nos félicitations à vous 2, et si ce n'est pas déjà fait, ouvrez vos caméras pour qu'on puisse voir vos visages rayonnants. Et encore une fois, un gros bravo à vous 2. Et voilà, je viens de voir Christophe, encore toutes mes félicitations. J'invite maintenant l'honorable Suzanne Courchaine à dévoiler le nom des gagnants de la 31e édition du concours des débats oratoires du barreau de Montréal. Madame la juge. Alors, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier les finalistes en mon nom et celui des autres membres du jury pour un débat, une finale fort intéressante. Et merci également au barreau de Montréal de nous avoir lancé cette invitation. Nous avions devant nous 2 excellentes équipes, des présentations de grande qualité, des arguments solides, bien documentés. Nous avons malgré tout dû porter notre choix et celui-ci se porte sur les finalistes du collège Jean de Brébeuf, Pénélope et Chloé. Alors, félicitations à vous 2 et félicitations bien sûr à Agathe et Ovid du collège Stanislas qui ont également été excellents. Alors, bravo aux grandes gagnantes Pénélope et Chloé du collège de Jean de Brébeuf. Bravo. Merci, Madame la juge. Félicitations aux 2 équipes et à notre équipe gagnante en particulier. À noter que les gagnants de l'édition 2021 recevront leur prix dans les prochaines semaines. Mesdames et messieurs du jury, avez-vous des commentaires additionnels à faire sur le débat auquel vous avez assisté? Ce que je peux ajouter peut-être, c'est que le barreau a assurément une excellente relève.
J'allais rajouter également félicitations aux 4 panélistes. Ça a vraiment été des débats intéressants et surtout, si vous voulez poursuivre en communication, en argumentaire, c'est une bonne voie pour vous parce que vous êtes bien partis. Moi, j'aurais aimé voir les visages rayonnants de l'équipe gagnante, mais... Ah, on voit Chloé. Merci encore. Mais félicitations aux 2 équipes. Vous savez, ce pas des positions qui sont faciles à défendre. Vous ne saviez pas à l'avance qu'est-ce que c'était. Ce n'est pas une tâche facile. Débattre, c'est s'autoriser à convaincre ou à être convaincu. Et puis, ça vous sera utile toute votre vie. Alors, félicitations. La qualité des arguments était remarquable des 2 côtés. On a dû pencher, mais c'est quand même quelque chose d'être en finale et je vous félicite chaleureusement. Et j'espère, un dernier mot pour vous dire que j'espère que vous avez apprécié à quel point, lorsque des droits et libertés fondamentales s'affrontent, ça fait des bons débats, ça fait des discussions animées et ça rend les choses pas toujours évidentes. Donc, ça vous permet aussi, comme futur, j'en suis sûr, universitaire et professionnel, peu importe le domaine que vous choisirez, prendre conscience que ces outils-là et ces instruments-là que nous avons à cœur dans nos sociétés ont fait l'objet de beaucoup de débats et beaucoup de compromis avant d'être adoptés. Alors, et ça mesure aussi l'importance de ces outils-là pour nos sociétés. Alors, encore une fois, félicitations à vous 4. C'est un plaisir de vous entendre ce soir et bonne chance avec la suite. Merci beaucoup pour ces précieux commentaires, mesdames et messieurs du jury. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine la 31e édition des débats oratoires du Barreau de Montréal. Je profite en terminant de l'occasion pour remercier la permanence du Barreau de Montréal et en particulier Mme Charlotte Blanche, conseillère aux communications, et Mme Catherine Taron, technicienne aux communications, pour l'organisation et le bon déroulement de ces débats. Le comité organisateur des débats oratoires vous remercie de votre présence et espère pouvoir compter sur la participation de vos collèges pour la prochaine édition. Thank you and we hope to see you again next year. Merci et à l'an prochain. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.